Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle interview et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Théo, alias Rivenzi. Bonjour à toi Théo. Salut Ozari, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien et merci beaucoup pour l'interview Ozari. Alors voilà, en tout cas voilà, c'est une petite interview, on va essayer de te proposer ça assez simplement et assez sympathiquement. En tout cas je pense qu'on va passer un bon moment tous les deux pendant... Non, on va passer un sale moment mec, ça va être un sale moment à passer. Bon, j'y vais, je reviens. Non, du coup, on va te demander de te présenter dans un premier temps. Voilà une petite présentation, prénom, âge, pseudonyme. Sur quel jeu travailles-tu essentiellement? Ouais. Mais avec qui aussi tu travailles? Parce que ça reste important. On sait que tu travailles sur plusieurs jeux et donc plusieurs événements en même temps. Multifonction de Drivenzy. C'est ça, alors bonjour, je me présente, bonjour, je me présente, je m'appelle Théo, j'ai 23 ans, bonjour Théo. Oui, alors j'ai 23 ans, je viens de Bretagne, et donc je travaille, donc je suis commentateur, je m'appelle Rivenzi, je suis commentateur donc de jeux vidéo de compétition, et comme tu le dis, je commande plusieurs jeux. Alors j'ai commencé il y a 2 ans par Call of Duty, que je commande toujours avec beaucoup de plaisir, mais depuis le début de l'année 2018, je me suis un petit peu diversifié, comme tu le disais, parce que maintenant je travaille donc sur Overwatch, donc pour les Overwatch Contenders et pour l'Overwatch League notamment. Et également, je travaille sur Fortnite de plus en plus, avec le peu de moyens pour l'instant que l'on a pour casser sur Fortnite, et ben je le fais quand même, parce que c'est bien chouette, je joue beaucoup au jeu depuis la sortie, donc voilà, c'est dans toute logique que je suis allé commenter aussi le dernier bébé d'Epic Games, et donc avec qui je travaille ensuite, ben avec beaucoup de monde, parce que ben va y avoir le crew français du cast Call of Duty World League, donc forcément BRK, Dims, Pyro, il y aura aussi Brezix, et puis ensuite ben il y aura aussi beaucoup de monde sur Overwatch, parce qu'il y aura tout le crew français de l'Overwatch League, donc il y a Adibou, avec qui j'ai travaillé, Lutti, Chetouane, Ita, enfin voilà, beaucoup de monde, AlphaCast également, et ensuite il y a avec les Contenders aussi sur Overwatch, donc il y a mon frère, il y a aussi Albless, et sur Fortnite je travaille beaucoup avec Ionix en ce moment pour tout ce qui est la partie cast, voilà. Ok, tout ce qui est partie cast en tout cas, c'est ce que tu viens de nous parler, mais on a aussi quelques informations comme quoi tu faisais un peu joueur également, voilà, en mode fun, voilà, avec Poncefess, où tu as participé à la Gamer Assembly. C'est ça, exactement. Avec lui. Et comment ça s'est passé du coup un peu on parle beaucoup de personnes comme Courage, voilà, je prends le grand exemple mondial on va dire dans le cast, et qui fait aussi du commentary Call of Duty, mais aussi qui joue en tant que joueur, bah voilà, comme toi un peu sur Fortnite. Est-ce que tu penses, pourquoi pas, suivre un peu ses traces? Waouh, j'oserais pas dire que je suis les traces de Courage, mais c'est vrai que c'est un bel exemple que celui-ci. Non, si j'y suis allé, c'est parce que ça faisait longtemps qu'avec avec mon collègue Poncefess, on jouait à Fortnite, et puis l'opportunité s'est montrée parce qu'on avait notre sponsor partenaire Shadow qui était organisateur du tournoi et qui a proposé de nous envoyer là-bas pour y participer. Et puis en vrai, on se débrouille pas trop mal sur le jeu. On avait une petite équipe montée et tout ça, donc on pensait qu'on pouvait faire un petit truc. Bon, comme toutes les LAN, on a eu un dodge la veille de la LAN, donc ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, mais ça a été un super moment, et c'est vrai que même quand on est caster, eh bien connaître un petit peu l'ambiance de la LAN, et même sur un nouveau jeu que tu découvres, je trouve que c'est une bonne amorce, une bonne approche aussi, pour parler avec les joueurs, pour découvrir la scène, comprendre les enjeux aussi, tout ça. Moi j'ai trouvé ça que c'était une superbe expérience. Je pense pas que ça se renouvellera de sitôt, mais en tout cas c'était une bonne première expérience sur Fortnite, ouais. Ok. Bon, si ça t'a plu en tout cas c'est le principal, et prendre du plaisir dans le gaming, il faut surtout penser à ça, parce que maintenant on est là tous compétition, stats, etc. Non, il faut vraiment prendre du plaisir, car ça reste une passion avant tout, l'e-sport, et que ce soit sur Call of Duty, Overwatch, Fortnite, prendre du plaisir reste le plus important, mon cher Théo. Est-ce que tu envisages, même si tu nous parlais un peu de tes moyens en tout début, de partir, pourquoi pas, sur du stream de chez toi, soit en tant que joueur, en tant que caster, faire monter ta chaîne Twitch, YouTube, comme on a pu avoir beaucoup de commentateurs qui le font à l'heure actuelle. Mais est-ce que on peut te retrouver aussi sur un planning régulier chaque semaine, où justement voilà, c'est un peu en mode child, vas-y c'est parti, on va faire un stream dans 10 minutes à l'arrache un peu. Ouais, alors en fait, moi je travaille beaucoup avec mon collègue Poncefess, comme je disais. Alors lui, il va beaucoup s'occuper de la partie streaming, c'est-à-dire qu'en fait,
on essaie de se répartir un petit peu les tâches, dans le sens où le cast me prend énormément de temps, et je trouve ça compliqué d'allier cast et un stream de qualité. Donc en fait, du coup, c'est mon collègue Poncefess qui va s'occuper de tout ça. Donc vous pouvez le retrouver sur sa chaîne Twitch Poncefess, et moi je viens très souvent streamer avec lui pour délirer sur Fortnite, pour parler du jeu, etc., etc. Et donc c'est souvent là en fait que je vais streamer. Et puis en ce moment, je peux pas streamer de chez moi non plus parce que j'ai pas la connexion nécessaire. Mais bon, pourquoi pas après stream en mode chill. Mais c'est vrai que en ce moment, je suis un petit peu plus concentré sur YouTube. Là, sur la chaîne que j'ai également avec mon collègue Ponce. Et en ce moment où je commence à faire des vidéos analyses de games de Fortnite. Il y en a une deuxième qui est sortie cette semaine normalement. Je fais aussi des podcasts j'ai aussi sorti un podcast sur, on va dire, la diffusion de l'e-sport et le commentaire de l'e-sport en Battle Royale. Donc j'essaye d'utiliser le format YouTube beaucoup pour, on va dire, exposer mes idées, ça sert à ça. Mais aussi, voilà, pour me faire un kiff, je trouve que c'est important d'être sur les réseaux et tout simplement de montrer qu'on est là, quoi. Ouais, c'est vrai que moi personnellement j'ai eu l'occasion de voir 2-3 de tes vidéos, des vidéos assez sympas où tu expliques justement, comme tu le disais, comment un peu fonctionnent les Battle Royale, les meilleures stratégies adoptées, etc. etc. Mais j'ai eu l'occasion en tout cas de voir un Rivenzi autrement dans une vidéo. C'était une vidéo avec Poncefess justement, c'était lui qui était au stream et toi tu étais dans... Alors si je dis pas de bêtises, c'était dans... J'ai peur. dans une ancienne école de bateau où tu étais en mode découverte du monde. Ouais, exactement, c'est ça. Alors en fait, moi j'adore l'e-sport, mais je suis un grand passionné d'histoire aussi, parce que j'ai fait mes études universitaires là-dedans. Et on s'était lancé à un moment donné dans une idée de faire des streams IRL à la découverte de lieux particuliers. Et à côté de chez moi se trouvait une ancienne école de marins qui était abandonnée. Et donc il y avait pas mal de choses à dire là-dessus, parce que voilà, quand on habite en Bretagne, les écoles de marins, forcément ça veut dire plein de choses. Et donc du coup on s'était lancé là-dedans, parce que heureusement il y avait de la 4G, c'était pas trop mal éclairé, c'était assez tranquille comme lieu. Mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver ce genre de lieu-là, donc on n'a pas pu encore le refaire, mais dès que j'en ai la possibilité, dès que j'ai le matériel pour faire ce genre de choses, je le refais parce que j'adore l'histoire et pouvoir reparler de ces choses-là, moi ça me plaît bien, et puis le concept était plutôt original. Ouais, c'est vrai que vous innovez pas mal en compagnie de Poncefess sur On sur essaie des YouTube, trucs, en tout on cas. essaie des Ouais, trucs. ça c'est sympa en tout cas, ça c'est cool. On va parler aussi d'où tu viens exactement, Rivenzi. Tes débuts dans l'e-sport, c'était où, Ouais. avec qui, en quelle année? Parce que voilà, 23 ans, Quelle année? ça remonte à des années maintenant. Et tes meilleurs moments de cast en tant que justement caster, l'événement où ça t'a le plus plu, personnellement, Ouais. les meilleurs délires avec les joueurs ou les casters. Ouais, c'est pas mal de questions, mais alors en gros, moi j'ai commencé mon e-sport, j'ai commencé à le suivre en 2013 à l'époque de Black Ops 2. Moi j'ai commencé l'e-sport par Call of Duty, c'est-à-dire que j'ai pas commencé l'e-sport comme beaucoup, que ce soit par League of Legends ou par exemple par StarCraft 2. Moi j'y suis venu par Call of Duty, donc par la scène console, et j'ai adoré suivre ces joueurs-là. J'étais vraiment admiratif de plein de choses. C'est assez fou, mais je pense que pour aimer l'e-sport, il faut avoir du respect pour les gens qui les pratiquent, et moi j'avais énormément de respect pour tous ces joueurs là qui sacrifiaient du temps et du week-end et qui avaient un niveau exceptionnel également. Donc j'ai commencé par là. Et ensuite, en termes de commentaires, j'ai vraiment débuté. Donc, enfin, en termes d'e-sport, après, j'ai fait ma première LAN en décembre 2015. Donc c'était à la SGL. Dans le sud de la France. Et ensuite, j'ai fait mon tout premier commentaire quelques semaines après, également dans cette même organisation, où je commençais mes premiers casts parce que il manquait du monde au cast et que du coup, il m'avait dépêché. Et que moi, arrivé à un certain âge et que t'es pas le meilleur, tu te fais faut peut-être changer de rôle un petit peu. Et donc j'avais commencé là-bas. Et puis après, une fois que c'était parti, une fois que j'avais vu que ça m'avait plu, je me suis dit autant creuser un petit peu la chose et aller voir ceux qui font les meilleurs événements en France. Donc du coup, je suis allé envoyer un message à la SFCO et du coup, ils m'ont gentiment accepté. Et puis du coup, j'ai pu travailler avec eux pendant quelques mois, et enfin plus quelques années même, parce que j'ai travaillé à un bon moment avec eux et toujours, et ça a été super, c'était de super expériences. Ensuite, mes meilleurs moments de cast, il y en a eu pas mal, hein. Il y a eu pour moi la Gamers Assembly qui est incroyable, c'est la première scène qu'on faisait, la première grande scène, donc c'était en 2017. Et c'était génial avec une finale avec les Red World, c'était génial à commenter, les gens étaient très très sympas. Ensuite, il y a eu aussi je pense le cast de
de la CWL, de la première CWL pour moi, la première Call of Duty World League, qui était à la Nouvelle-Orléans, et je commentais mon premier match, c'était les Vitality contre les Team Envious. Donc c'était un sacré match, et Vitality a gagné ce match-là, donc c'était exceptionnel, avec énormément de monde sur le stream, et donc ça faisait très plaisir. Il y avait énormément de vibrations. On castait ça avec Brezix, c'était la première fois qu'on commentait ensemble en plus. Pour le coup, c'était beaucoup de premières, et c'était chouette. Alors Vitality, une équipe que je suis depuis très longtemps, le parcours, et là c'était la première fois que je les castais, premier match, première avec Brezix, c'était vraiment top. Et ensuite, un petit peu plus récemment, quelque chose dont je suis très très fier, c'est en ce moment je commente les Overwatch Contenders, donc qui est la deuxième division d'Overwatch en gros, en dessous de la Overwatch League, où les joueurs doivent se faire repérer. Et on a fait un super pré-show d'une heure pour les quarts de finale. On avait fait un pré-show d'une heure sur la saison régulière, sur les joueurs, sur les enjeux des matchs. Et j'ai adoré travailler là-dessus. Donc je travaillais avec mon frère à Tao, et je travaillais avec Albless. Et on a travaillé ensemble pendant toute la saison régulière sur le projet. Et là, on arrivait, tout le monde était très chaud pour bosser sur le pré-show. Tout le monde avait fait son travail, tout le monde avait fait ses interviews, les autres avaient fait ses sujets, tout le monde avait bossé. Et on est arrivé, on a fait un super pré-show d'une heure. Et ça a été vraiment un super souvenir de travail collectif en fait pour produire une émission de qualité. Donc en gros, t'as eu deux très beaux moments, que ce soit dans l'e-sport Call of Duty, mais aussi dans l'e-sport Overwatch que tu as commencé. Ouais, trois beaux moments. Ouais, c'est ça le sport Overwatch, ouais. Donc des bons moments en tout cas du côté de chez Overwatch, peut-être te voir dans la première division d'Overwatch très prochainement en tout cas, on l'espère pour toi. C'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Normalement cette semaine j'y étais là il y a quelques semaines pour mes premiers casts là-bas, et là j'y suis quand on enregistre cette vidéo samedi soir, samedi, je serai ce soir, mais ouais, j'y étais le week-end dernier, si tu diffuses ça la semaine prochaine. Ok, d'accord. On pourra te retrouver très prochainement, en tout cas, du côté d'Overwatch. Yes. Quelques belles rencontres aussi dans l'e-sport qui t'ont fait grandir, que ce soit personnellement, dans ta vie IRL, ou même dans ta vie gaming. Qui t'a vraiment fait grandir? Plusieurs ou vraiment une rencontre en particulier? Il va y en avoir plusieurs, je pense. Forcément, il y a le fait de travailler avec la SFCO, ça fait pas mal de rencontres qui sont vraiment intéressantes et qui font grandir forcément. Mais il y a la SFCO, je dirais, mais après il y a pas mal de. Je crois qu'il y a peut-être des rencontres. C'est pas facile à dire parce que je pense que je vais certainement en oublier et moi j'aime bien travailler avec les gens que entre guillemets je trouve très bons dans ce qu'ils font et j'ai une certaine admiration. J'adore travailler avec ces gens-là. Donc il va y avoir Poncefest que je trouvais très très bon en animation et qui pour moi est quand même gros bosseur, qui se remet beaucoup en question et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec lui, et pour ça que j'ai beaucoup accroché avec lui quand on était ensemble avec Lipsia. On a beaucoup travaillé ensemble, et pour moi c'était une sacrée rencontre parce que lui connaissait vraiment depuis très longtemps le milieu du streaming. Il le connaît très bien et c'est quelque chose que peut-être le cas c'était pas le streaming en fait, c'est très différent. Et moi c'était cette partie-là qui me manquait pour comprendre un petit peu toute la facette entre guillemets de ce milieu. Et lui me l'a apporté, j'ai trouvé ça chouette. Et puis on a passé 4 mois ensemble. C'était incroyable, c'était très intense chez Eclipsia à travailler comme des fous pendant 4 mois, et forcément cette rencontre-là a un petit peu façonné ce séjour à Paris. Et ensuite, après des gens qui m'ont marqué, je dirais qu'il y a aussi, il y a Maxi aussi, parce que c'est un ancien joueur pro que je suis depuis très longtemps et qui a la tête sur les épaules et qui est à part sa connaissance du jeu, a cette capacité de rendre un stream intéressant à n'importe quel moment. Et pour moi, ça me fait grandir en termes de commentaires, parce que ça m'a complètement mis dans une autre bulle, celui vraiment du présentateur et de l'host, qui doit lancer au mieux la valeur qu'il a à côté de lui, qui est son analyste. Et quel analyste que Maxi, parce que c'était vraiment super intéressant. Et voilà. Et ensuite, pour avoir une vision plus globale, on est parti du cast du stream. Là, pour avoir une vision plus globale, je dirais que c'est une dame qui s'appelle, peut-être que vous connaissez pas, mais qui s'appelle Calistou. Je vous invite à aller la découvrir sur Twitter, qui est donc qui est la créatrice avec plusieurs personnes, bien sûr, du Watt Social Club, et avec qui j'ai eu l'occasion pas mal de fois de discuter. C'est une dame qui a beaucoup travaillé notamment sur notamment les LCS à Paris, qui travaille aussi sur le projet Solari, et qui a une certaine vision de l'e-sport qui est très intéressante et assez simple pour faire du storytelling. Et moi, elle m'a pas mal ouvert les yeux, si ce n'est simplifié les choses sur certains points, et qui m'a un petit peu décomplexé après. Et discuter avec elle, les quelques fois où j'ai pu, c'était super intéressant. Et voilà, je dirais que c'est ces 4 rencontres-là que je retiendrai dans l'e-sport actuellement.
Pas mal de monde en tout cas qui t'ont fait grandir. On ressent de l'émotion quand tu nous parles d'eux en tout cas. J'en pleure effectivement, j'en chiale. Je pleure actuellement. Euh, non, du coup, on va parler aussi de ton premier cast. Ton premier cast, bah, tu nous as dit, c'était du côté de la SGL en décembre 2015. C'est ça. Et comment te sentais-tu justement pendant ce cast? Ce premier cast où justement tu nous avais dit quelques semaines avant, tu étais présent sur les lieux, mais tu ne castais pas, tu étais plus en tant que joueur. Je Alors suppose. si c'est insane parce qu'en fait j'ai fait mon tout premier cast, c'était le même event où j'ai joué, c'est-à-dire qu'en gros les mecs viennent te voir, ils font ouais yo on est en rap de caster, on a besoin de monde et tout ça. Et toi tu fais ben moi je suis déjà éliminé, du coup je suis dispo quoi, j'ai du temps, donc on va y aller. Et, euh, et donc j'ai commenté à ce moment-là mon premier match de compétition et j'ai trouvé ça super bien, j'ai adoré commenter, j'avais tout de suite eu un feeling, je me sentais pas hors sujet. Et puis ça me faisait penser à mes tout premiers casts entre guillemets e-sport qui étaient sur Red Dead Redemption, donc il y a très longtemps, donc qui étaient vraiment des tout petits trucs de cast où on s'essayait sur Red Dead Redemption. Oui, il y a eu de la scène compétitive sur Red Dead Redemption, et oui, un tout petit peu. Et donc non, c'était chouette et c'était une super sensation. Et c'est ce que je me suis dit, je fais ok, je continue là-dedans, je suis pas trop mal, et c'est là que dans quoi je dois évoluer. Donc tu te sentais comment? Euh, Concrètement, stressé bien. Non, pas stressé, excité. Excité, envie de bien faire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très sensible au cast depuis très longtemps, que ce soit dans le football ou même à la radio, dans les émissions. Et non, j'avais l'impression d'avoir ce bagage-là, d'avoir ces références-là. Et du coup, non, j'étais pas stressé du tout. J'étais juste très excité et heureux de pouvoir commenter des matchs, d'analyser et tout ça. Donc voilà, très envieux et envie de montrer aussi de quoi t'étais capable. Et C'est ça, exactement. par la suite, il y a eu ce premier cast où justement tu te sentais excité. Par la suite, comment ça s'est passé? Comment t'es-tu fait repérer? Est-ce que tu as été au feeling contacter SFCO que tu nous parlais? Comment tout ceci s'est passé par la suite? Bah après, je me suis dit que il fallait que je fasse mes armes. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier cast après complet dans la SGL. Et après, je me suis dit, bah, ok, maintenant que j'ai fait mes armes, que je pense savoir ce que je vaux, bah, autant tenter le coup. Et puis on verra par la suite ce que ça donne. J'ai envoyé, du coup, je me suis pas démonté. J'ai pris une démo de mon premier cast, comme beaucoup de gens devraient faire. J'ai envoyé une lettre de motivation bien rédigée. Et j'ai envoyé ça à la SFCO. Et Thierry a lu et il a trouvé ça intéressant. Il s'est dit que ça valait le coup d'être essayé. Donc ensuite, à partir de ce moment-là, j'ai contacté SFCO. On a commencé à faire des essais en ligne, donc avec des compétitions en ligne qu'organisait à ce moment-là la SFCO sur Call of Duty Black Ops 3. Ça a bien matché. Ils avaient trouvé ce que j'avais fait intéressant. Et puis de par ce biais-là, eh bien, on a commencé vraiment à travailler ensemble sur des événements offline. Donc, après, on connaît un peu ton suivi que tu nous as expliqué au préalable. Voilà, Yes, que tu commentes c'est ça. beaucoup d'événements et ensuite ça continue à évoluer. On va parler aussi de tes projets que tu peux avoir dans l'avenir. Projets au niveau de la CWL, au niveau de la SFCO également, mais aussi au Ouais. niveau des Contenders, du côté d'Overwatch, pourquoi pas, voilà, également des projets Fortnite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y a pas mal de choses que je peux pas trop dire encore, parce que ça va venir, ça débloquer bientôt. Mais j'attends encore avant de pouvoir le dire. Mais sinon, en termes de cast pur, bah, les Contenders, on a les finales bientôt, donc on est en train de les préparer actuellement. Donc le 12 et 13 mai prochain, on a les finales des Contenders Europe et on espère américaine que l'on pourra caster. Donc qui va être un énorme événement. Tout le monde enfin les joueurs sont en Pologne. Nous on sera dans nos studios depuis Paris, mais on aura les joueurs sous la main en Pologne, donc qu'on pourra voir et tout ça. Donc on prépare le pré-show un petit peu à l'image de ce qu'on avait fait pour le quart de finale. Donc ça va déjà être un gros morceau. Ensuite, pour les casts CWL, ben écoute, on attend la fin de saison. Normalement, je ne suis pas au cast de la dernière parce qu'on essaie de tourner avec le crew français au maximum pour que tout le monde puisse caster. Donc normalement, je ne suis pas au cast de Anaheim. Donc pour l'instant, je suis sur le banc en attendant. Donc pour l'instant, Call of Duty, je regarde ça on va dire de loin en attendant la prochaine CWL et la saison 2. Sinon, ben, pour Fortnite, écoute, les différents projets avancent, différents casts commencent à arriver. Je travaille en ce moment aussi beaucoup avec donc au Gaming Battle Royale, comme je disais précédemment, avec Unix. Et donc, on caste régulièrement en espérant qu'on a hâte à l'E3 et de voir le mode spectateur de Fortnite, et en espérant pouvoir justement réussir à produire des événements de qualité. On espère pourquoi pas un championnat.
Donc, enfin, en imaginant un championnat, pourquoi pas. J'ai pas du tout d'infos là-dessus, mais j'imagine il existe un championnat PUBG en France, donc pourquoi pas un championnat Fortnite en France. Donc, à voir pour le moment. Les projets en sont là, et puis bah pourquoi pas après pour Overwatch aller caster plus régulièrement de l'Overwatch League, bien sûr. Pas mal de projets, surtout basés autour d'Overwatch. C'est tout ce qui est Call of Duty est un peu mis de côté pour le moment, en attendant bien sûr la saison 2. Bah si j'avais plus de cast, ouais, je serais à fond dedans, mais j'ai moins de cast actuellement, donc je peux pas. Là, je fais d'autres choses en même temps. J'ai plein de projets et voilà. Bien évidemment, je suis énormément Call of Duty. J'en caste pas parce que pas de cast français. Voilà. On va attendre, de toute façon on va te retrouver très prochainement, ça on en est sûr. Yes. On a eu aussi quelques questions posées sur les réseaux sociaux. Est-ce Yes. que un caster peut vivre dans l'e-sport, en tout cas du cast essentiellement? Du cast essentiellement. Ouais, mais il va falloir être. Oui, 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 il peut. C'est le cas pour moi, mais c'est beaucoup de sacrifices parce que c'est beaucoup de temps passé sur les routes, aller. Surtout à Paris, quand t'habites pas sur Paris, donc c'est beaucoup de temps passé dans le train. Beaucoup de week-ends passés pas avec tes proches, du coup aussi. Euh, mais il faut aussi être capable aussi de se faire respecter dans ce milieu-là, être capable d'imposer tes cachets pour vivre tout simplement de ce travail-là. Et oui, oui, tu peux en vivre. C'est pas facile, mais ouais, tu peux. Ça doit pas être pour l'instant, à chaque fois qu'on a posé à peu près cette question-là, tout le monde nous a dit c'est compliqué, mais Bah, c'est il y a compliqué. moyen. Et en fait, en gros, c'est compliqué, et surtout que dans le sens où c'est d'un mois à l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais pas quand ce qu'on va faire appel à toi. En plus, moi, j'ai actuellement plus enfin, parfois, plus un rôle de remplaçant, parfois, par exemple. Bah, par exemple, sur Call of Duty, j'ai été comme ça pendant longtemps, un remplaçant. Sur Overwatch League, notamment, pour l'instant, je suis un remplaçant, même si sur les Contenders deuxième division, je suis titulaire et host et commentateur, et bah, voilà. Mais quand il faut venir, bah, un petit peu au dernier moment, pour les Overwatch League, et bien, il faut être dispo, et du coup, t'y vas. Mais du coup, tu sais pas une semaine avant. Donc, c'est compliqué de te faire des budgets prévisionnels sur ton mois en te disant, OK, je vais gagner tant, du coup, Ah, je suis voilà. OK pour ce mois-ci. C'est ça qui est compliqué en fait. Ouais, Voilà, donc parce il que y a c'est rien de stable, quoi. un travail de prestation. Je ne suis salarié nulle part. Je suis appelé à la pige, à gauche, à droite. Donc ça dépend. Qui veut bien de moi pendant ces mois-ci. Mais t'inquiète pas, on voudra de toi, Rivenzi. Yes. Merci. Let's go. Je veux Euh, mon Tipeee, hein, n'hésitez pas. En fait. Est-ce que c'est facile d'évoluer dans le milieu du cast quand tu démarres tout en bas de l'échelle, personne te connaît, voilà, tu te lances dans ton premier cast et de se faire connaître en fait avec des réseaux, etc. qu'on peut connaître à l'heure actuelle. Il faut être patient, quoi. Il faut être patient, il faut attendre son tour. On peut se trouver très bon. Parfois, on se trouve meilleur que les autres, à tort, parce qu'il y a l'expérience qui rentre en ligne de compte, et voilà. Mais il faut du temps, il faut persévérer, il faut innover, essayer on va dire, de casser les lignes, et justement pas jouer ce caster bas de l'échelle, quoi. C'est-à-dire essayer de se mêler aux autres, discuter avec les autres, se mettre à leur hauteur, pour essayer d'attraper déjà cette légitimité qui est tellement dure à avoir sur plein de scènes, et notamment sur Call of Duty actuellement. Donc avoir cette légitimité là, et puis voilà, t'aimer travail, persévérance, pour moi c'est le fruit de la réussite. Un petit peu de chance aussi, je pense. Et il faut tenter, il faut y aller, faut se rendre aux événements, faut prendre sa chance, faut être un petit peu culotté des fois, et puis ça passe. Bah, pour toi en tout cas pour le moment ça fonctionne plutôt bien. Dernière question, ça concernera encore du Call of Duty. Euh, Est-ce qu'il y a un avenir encore sur Call of Duty à l'heure actuelle? Hmm, bonne question. Bonne question. Pour toi, pour toi. Ça va Je sais pas. En vrai, je sais pas. Il y a beaucoup de choses à changer. Si Call of Duty veut avoir un avenir, pour moi déjà, il faut. Alors c'est une question qui est complexe parce que ça va dépendre de plusieurs choses. D'un point de vue du jeu, déjà, moi j'aime bien Treyarch, j'aime bien ce qu'ils font en termes d'e-sport à chaque fois quand ils ont des Call of Duty, que ce soit Black Ops 1, Black Ops 2 ou Black Ops 3, ça a toujours été des bons jeux e-sport et qui ont toujours eu une bonne audience. Donc pour ça, je m'inquiète pas trop. Black Ops 4, peut-être un très bon jeu et très axé et tourné vers l'e-sport, qui sera assez bon. Ensuite, pour moi, ce qu'il faut changer, c'est la phase production des événements. C'est-à-dire qu'il va falloir, enfin, organisation déjà des événements. Tourner Pour moi, il faut arrêter le tournoi Ligue mondiale. Il faut arrêter ça parce qu'en fait, ça casse la proximité entre le spectateur et les joueurs. C'est-à-dire que quand tu as ton équipe qui se trouve à l'autre bout du monde avec des fuseaux horaires décalés de 8 heures,
Bon, on peut être le plus gros fan de Call of Duty, mais mater un match de Vitality à 5h du matin, je comprends que ça en botte moins d'un, quoi. Donc forcément, pour moi, il faut recréer cet attachement continental comme il y avait notamment sur Black Ops 3. Alors certes, c'était du online, mais au moins ça avait l'intérêt d'intéresser les gens. Alors le online, moi je pense que du côté des joueurs code, il faudra faire l'effort de jouer en ligne. Alors certes, messieurs, ça vous plaira pas forcément, mais si vous voulez avoir un jeu qui fonctionne et qui est regardé, ce qui est quand même le nerf de la guerre pour pouvoir un jeu e-sport qui marche, eh bien il va falloir faire quelques concessions à ce niveau-là. On n'est plus en position d'être un jeu fort dans l'e-sport actuellement en France, donc il faut être capable de, si on veut exister, eh bien faire mettre un petit peu notre ego de côté pour que ça marche un petit peu. Ensuite, pour ce qui est de l'organisation des tournois, il va falloir repenser un petit peu la façon que MLG a de travailler et de produire ces tournois. À un moment donné, c'est vrai que produire parfois des tournois qui sont semblables à des tournois qui se faisaient déjà en 2013, c'est un petit peu compliqué. Et c'est un petit peu dommage parce que MLG fait en même temps l'Overwatch League. Alors moi, ceux qui connaissent pas l'Overwatch League, je vous conseille d'aller voir ce que fait l'Overwatch League en termes de production vidéo pour ne serait-ce que le championnat régulier. C'est tout simplement impressionnant, et comparé à ce que fait la MLG, même organisateur pour Call of Duty. Donc pour moi, il va falloir être capable pour Activision d'aller voir sa filiale de production vidéo qu'est MLG, et leur dire bon les gars, va falloir changer quelques petits trucs et innover un petit peu autour du storytelling des joueurs, de la production de la scène, au secours quoi. Enfin, il va falloir changer quand même 2-3 trucs pour que ça change un petit peu. Ça c'est très, va falloir dépoussiérer un petit peu tout ça du côté des MLG et changer un petit peu ses habitudes et espérons que ça marche. Pour moi, peut y avoir beaucoup d'engouement autour de Call of Duty. Il va falloir beaucoup travailler, mais il y a de quoi faire. Il faut juste que Activision et MLG tendent un petit peu la main, on va dire, aux joueurs et à ceux qui ont envie de s'intéresser à leur scène. Parce que quand tu sais que, par exemple, AB1 avait envoyé un journaliste sur place pour suivre Vitality et que le mec a eu un chemin de croix pas possible pour réussir à suivre cette équipe-là, bah c'est quand même assez terrible de se dire qu'on n'est pas capable de se rendre un peu accessible pour des médias étrangers et des médias comme la télé, quoi. Donc voilà, il va falloir changer pas mal de choses si on veut que ça marche. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dépoussiérer, comme tu le dis, du côté de la scène Call of Duty. On espère que ça reviendra sur la saison prochaine et les saisons déjà à pour venir, moi, en tout cas. pourquoi est-ce qu'il n'existait pas sur Call of Duty déjà une coupe du monde comme sur Overwatch avec des nations? Déjà. Pourquoi au lieu de faire un championnat communautaire avec des joueurs que tu connais pas trop ou que tu t'en fous un petit peu, pourquoi au début de la saison tu fais pas un championnat avec une équipe française, une équipe américaine, canadienne, anglaise et tout ça? Déjà à partir de là, tu comprends qu'il y a plein de choses à faire. Bah, j'ai l'impression que au final, ils voient plus par les organisations, tout ce qui est optique, phase, etc., etc., Vitality ou autre, que par justement les équipes françaises, anglaises, canadiennes, comme tu disais. En fait, en gros, moi je trouve que de toute façon, ton jeu passera par tes organisations. De toute façon, le storytelling, tout ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire l'histoire que tu fais autour de ton jeu et de tes joueurs, ne peut pas être fait seulement par l'organisation. Il faut que les organisations puissent suivre. Mais si tu as envie que les organisations s'intéressent à ton jeu et qu'elles ne fassent pas juste une équipe par défaut comme parfois on peut le penser Vitality, eh bien il va falloir t'y donner un petit peu les moyens. C'est-à-dire qu'en gros, moi je suis sûr que si tu dis à Vitality, bah écoutez les gars, on va faire une compétition en Europe, on retourne en Europe, on va faire un événement LAN, je suis sûr que Vitality sera 10 fois plus intéressé de faire du contenu vidéo sur ses joueurs, de puber les événements, parce que moi des fois je regarde le Twitter Vitality, bah, ça tweet pas tout le temps les résultats de l'équipe Call of Duty, donc ce qui est assez terrible pour la plus grosse organisation française d'e-sport à l'heure actuelle en termes d'équipe. Donc pour moi, déjà, il va falloir redonner envie au club de s'intéresser à Call of Duty, parce qu'actuellement, je pense que FaZe, Optic et tout ça, ils sont plus en train de se demander comment est-ce qu'ils vont faire du biz sur Fortnite que sur Call of Duty, quoi. Ouais, c'est vrai que Fortnite, voilà, qui est vraiment le jeu qui est en train d'exploser tous les scores, on va dire, déjà au niveau de l'audience, etc. Ça, c'est sûr, hein. Et voilà, c'est en tout cas super jeu que personnellement j'aime bien jouer, tranquille, voilà. Ouais, cool, ouais. Faire de l'e-sport, voilà. Je vais te demander de faire de l'e-sport sur Fortnite. Est-ce que tu le vois vraiment également? Parce que c'est un jeu vraiment aléatoire déjà au niveau des spawns d'armes, etc. qu'on peut retrouver sur la carte. C'est vraiment aléatoire. Est-ce que justement de l'e-sport sur ce jeu pourrait être vraiment intéressant selon toi? Bah, bien sûr que oui. Mais bon, actuellement, c'est plus l'e-sport qui a besoin de Fortnite que Fortnite qui a besoin de l'e-sport. Donc en gros, moi je pense que bien sûr que oui, c'est un jeu qui sera e-sport, qui peut être e-sport parce qu'il intéresse. Et en fait, l'e-sport n'est pas un vœu, l'e-sport est un accident. Tu vois, par exemple, le MOBA League of Legends, c'est tiré d'un mode de Warcraft. Et puis c'est devenu e-sport. Par coup de chance, c'est devenu de l'e-sport et les gens ont aimé. Tous les jeux que tu vois qui ont été faits pour l'e-sport, bah, c'est un petit peu plus compliqué en général. Shootmania,
bon bah c'est pas ouf quoi, ça a pas marché, pourtant c'était un jeu qui était complètement tourné vers l'e-sport. Pour moi Fortnite parce qu'en fait l'e-sport n'intéresse, qu'il faut se le dire, qu'une frange assez mince au bout du compte du nombre total de joueurs. Donc forcément plus t'as de joueurs intéressés de base par le jeu, plus t'auras de gens intéressés par l'e-sport. Pour l'instant la base de Fortnite en termes de joueurs est immense, énorme. En plus j'ai vu que le jeu allait arriver sur Switch, donc encore plus élargir, tu vois. Donc pour moi, forcément, ça veut dire qu'il y a une tranche de cette population-là qui a envie de voir ce que ça donne le Fortnite un petit peu plus haut. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a un public pour l'e-sport. Après, la question, ça va comment être exploité ce filon-là. Ça, comment réussir à mettre en place ces compétitions. Est-ce que Epic Games a envie de se lancer là-dedans? Je pense que pas tout de suite. Je pense que ça rentre aussi dans la durabilité, dans la longévité de ton jeu. C'est-à-dire que si tu lances tout d'un coup, à un moment donné, t'as plus rien à annoncer, c'est nul, tu vois. Genre, je pense que par exemple le mode spectateur dans Fortnite, il est prêt depuis je sais pas combien de mois, sauf qu'ils vont le sortir que à l'E3 en juin, parce qu'il faut faire languir les gens, il faut attendre il faut créer l'envie, et à ce moment-là tu balances et là t'es sûr de faire mouche en fait. Donc voilà, Fortnite a bien évidemment de l'avenir, après à voir dans combien de temps. C'est qu'une question de temps à mon avis. On a hâte en tout cas d'avoir déjà les parties personnalisées pour voir tous les casts et voir certains casters complètement exploser sur des magnifiques actions que nous voyons déjà à l'heure actuelle. Hein. Il y a de très très belles actions. Hein. Ninja en fait partie vraiment dans les hauts du classement. Après, il est sur un serveur de Bambi. Hein. Le serveur américain, c'est quand même assez chaud, quoi. Genre, franchement, le niveau du serveur US est assez atterrant. On va voir Eventy bientôt. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, j'ai regardé par exemple, il y avait Gotha l'autre soir qui était sur un serveur américain. Enfin, le niveau européen et le serveur qu'on a est 10 fois plus élevé, quoi. Mais 10 fois, c'est un euphémisme. Vraiment. Le niveau du serveur européen est très très haut. Je sais pas, je vais aller voir du coup sur le serveur NA s'il y a moyen de faire quelques kills. Parce que c'est compliqué. Je galère un petit peu là pour le moment. Non. Du coup, merci en tout cas à toi Théo d'avoir répondu à ces quelques questions. Si t'as quelques messages à passer, quelques petits mots en tout cas. Bah non, merci à toi. Je suis désolé encore parce que Ozari a été téméraire pour avoir cette interview. Je lui ai posé un lapin. J'étais pas très arrangeant sur les horaires, mais donc il a été très très bon. Donc merci à toi beaucoup pour ta patience et d'avoir accepté cette interview aussi. Donc c'était super cool et j'ai passé un bon moment. C'était cool de discuter avec toi et cool de t'avoir pu reparler avec toi. Ça fait vraiment qu'on n'avait pas pu parler. C'est nice. Ok, merci en tout cas à toi Théo et puis à la prochaine. Yes, ciao tout le monde. Ciao.